Chapitre 18. Jour J. Pendant leur petit déjeuner, ils révisèrent leur timing, firent brièvement fonctionner les talkie-walkie pour trouver un canal qui ne soit pas encombré. Ils s'en serviraient peu, parleraient en anglais. Les codes choisis s'apparentaient aux habitudes des taxis. 4741, 2 et 3, 4, 7, 1, 2 et 3, respectivement pour Lix, Gunther et Hans. Et les surnoms si nécessaires, Frog, Shark et Mouse, avaient un sens caché. Grenouille pour Francis, le surnom que les Américains donnaient aux Français. Gunther, le plus dangereux sous l'eau grâce à sa formation, était requin. Quant à Hans, qui allait passer son temps à creuser, souris. Cette mascarade n'avait pour seul but que de détendre l'atmosphère avant l'action de façon à ce que celle-ci soit entreprise sans état d'âme. Maintenir un climat d'expédition punitive vengeresse aurait été préjudiciable à son exécution. Il était préférable d'imiter le conditionnement psychologique des militaires exécutant une mission commandée, sans haine et sans crainte. Hans partit le premier. Il lui fallait du temps pour se mettre en place sans éveiller l'attention. Il refit en voiture le parcours qu'il avait appris dans l'après-midi, se gara au même endroit et partit sans bruit, le sac au dos, avec l'allure du routard cherchant un coin pour dormir. Mieux valait tout de même ne pas être vu, car dans ce quartier, les SDF devaient être indésirables. Il avait repéré sur la carte une contre-allée qui donnait en cul-de-sac sur la propriété de Stud Farm à l'est. C'était le coin rêvé pour installer son piège à chien. Il n'y avait qu'un petit problème à résoudre. Dans cet endroit pourtant désert, une voiture stationnait déjà à l'entrée de l'impasse, tout feu éteint. Hans se mit en arrêt, inspectant l'obstacle à l'aide de sa lunette de vision nocturne pour essayer de savoir à qui il avait affaire. Si Macpherson faisait surveiller sa propriété par l'extérieur, sa mission pouvait devenir irréalisable. Il avait bien compris qu'il ne pouvait pas se permettre d'assommer et de ligoter les importuns, car il ne devait laisser aucune marque de son passage. Il atteignit silencieusement un point d'où il avait un meilleur angle de vue. Un homme était assis au volant, seul en apparence. Sa tête oscillait de droite et de gauche, comme s'il écoutait de la musique. Cependant, aucun son ne sortait de l'habitacle. Il n'avait pas d'écouteurs non plus. Tout au plus, le bruit que Hans pouvait discerner ressemblait à un râle de grognement. Ou il était malade, ou il n'était pas seul. Son cri d'extase vient départager les options de Hans et diminuer sa tension. Comme pour confirmer la deuxième hypothèse, une chevelure blonde apparut de dessous le volant. Satisfaite de l'excitation et du plaisir de son compagnon, la jeune fille venait quêter un baiser. Comme l'amoureux commençait à caresser sa compagne et que le deuxième acte de l'épisode risquait de traîner en longueur, Hans posa son sac, dont il tira une casquette bleu marine typique et un brassard marqué Security, et, reprenant une allure militaire, s'avança sur la route en imitant la démarche pressée du vigile. Il braqua sa lampe de poche sur le conducteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas le voir et lui dit « Bonsoir monsieur, le stationnement est interdit ici. C'est bon, nous partons. » Heureusement pour lui, il était au courant aux USA que des vigiles interdisent le stationnement des inconnus dans les quartiers résidentiels et les fassent circuler. Les deux tourtereaux n'y avaient rien trouvé à redire. Hans poussa un soupir de soulagement lorsque leur voiture eut disparu. Récupérant son sac et sa foulée nonchalante, il se dirigea vers le bout du chemin. L'intermède n'avait pas duré 10 minutes. Près du grillage, prenant bien soin de ne pas s'en asperger, il mit en place son goutte à goutte un peu spécial. Une bouteille en plastique percée remplie des humeurs d'une chienne en chaleur, accrochée à une branche à l'abri de la vue. Les gouttelettes de liquide tombaient sur un tissu qui jouait le rôle de mèche. Pour le moment, l'odeur ne se répandait pas vraiment, mais dès que le tissu serait bien humide, aucun chien ne pourrait y résister. « Tes mains, il ne restera qu'un vieux bouteille boisson casseuse apintonné sur un branche par tes foyous », se dit-il en imaginant l'Américain offusqué qui découvrait cet objet courant autant qu'interdit dans la nature policée des USA. Calculant à la louche le temps que le stratagème mettrait pour attirer le berger allemand, s'il rôdait encore dans la propriété, il fit doucement demi-tour pour rejoindre le petit bois plus au sud. À mesure qu'il s'enfonçait dans le bois, il se déplaçait de plus en plus discrètement. Il s'accroupit à 50 mètres de l'objectif et resta un instant immobile pour sonder l'espace environnant. Il faisait suffisamment sombre pour que sa silhouette ne se détache pas sur le paysage. Il installa sa lunette de vision nocturne sur son front. Aucune source de lumière importante ne risquait de le gêner. Scrutant les arbres autour de lui, il n'y trouva ni bête, ni homme, et put progresser à 4 pattes jusqu'à 5 mètres du grillage. Ne repérant aucune caméra dans son champ de vision, il se drapa tout de même de sa toile de camouflage et fit en rampant les derniers mètres. Dès qu'il fut en place, il commença prudemment à creuser sous son corps et à éparpiller la terre autour de lui et sur la toile. Au bout de 20 minutes, son emplacement ressemblait à un très léger tumulus. Il s'était limité à des mouvements sans ampleur atténués par
par son camouflage. Il ne pouvait pas avoir attiré l'attention d'un surveillant à supposer qu'une caméra les visait de loin. Il installa ses baguettes spéciales pour soutenir la bâche et se donner une plus grande liberté de mouvement. Il put alors commencer à creuser horizontalement une tranchée qui permette à un homme de passer sous le grillage extérieur en traînant son sac. Il sectionna un minimum de branches basses pour faciliter le passage, gardant en mémoire qu'il ne fallait pas que, de jour, cette intervention puisse se remarquer et alerter les surveillants. La lunette au ras du sol, le nez quasiment sous terre, il vit enfin les bâtiments de Stud Farm, une série d'écuries en L sur la gauche vers lui, et plus au fond une imposante maison campagnarde dont une aile devait s'allonger jusqu'au lac. S'il devait intervenir, il lui faudrait courir jusqu'aux écuries sans pouvoir se cacher. 350 mètres à découvert. Aucune végétation, aucune construction n'existait entre la haie et les paddocks. Un simple garde devant un écran de télésurveillance le repérait en 10 secondes. Si celui-ci disposait d'une carabine à lunettes de visée infrarouge, il pourrait l'allumer aisément. Il prépara 4 fusées de feu d'artifice, le seul explosif que M. Lix ait autorisé, les ficha en terre, orientés en tir tendu, grosso modo, dans la direction des plus hautes fenêtres de la grande maison. Si les choses en venaient au pire, il allumerait l'ensemble. Les fusées partiraient une à une. C'était le modèle qui démarrait avec un souffle sourd et explosait à 100 mètres de hauteur avec un bruit assourdissant et 1000 lumières très vives. Impossible d'utiliser une visée infrarouge pendant toute la durée des explosions. Une petite minute de répit. Il en avait sur lui pour le retour, mais l'effet de surprise s'émousserait. On lui avait également vendu un produit censé repousser les chiens. Il avait eu peine à en croire ce que le marchand lui avait dit. Les déjections de tigres inquiétaient les chiens au point qu'ils préféraient aller ailleurs, surtout si de l'autre côté ça sentait la petite culotte de sa chienne préférée. Hans puait donc le tigre en ayant eu bien soin de ne pas se parfumer avec l'autre bouteille à affrioler les bergers allemands. Tout était en place. Il inspecta le périmètre de gauche à droite et de haut en bas et finit par repérer 2 des caméras de surveillance. Il considéra qu'il était temps de s'équiper de l'oreillette de son talkie-walkie. Il ne lui restait plus qu'à attendre. C'était la partie la plus frustrante de l'opération. Il avait plus d'une fois dans ses 5 années de Légion monté ce genre de poste d'observation ou des embuscades. Parfois, l'action avait lieu. Souvent, il démontait, après plusieurs heures, jusqu'à des jours d'attente, sans que rien ne se soit passé. C'était le métier. Ça lui rappelait l'une des missions de surveillance et d'intox à laquelle il avait participé à la frontière entre le Tchad et la Libye. L'attente avait été longue, les températures extrêmes, mais à la fin, ils avaient baisé les troupes rebelles soutenues par l'armée de Kadhafi. Ils avaient espionné leurs méthodes de communication jusqu'à ce qu'ils soient à même de leur transmettre de faux ordres. Ils leur avaient fait faire mouvement dans les pires circonstances et les avaient conduites tête baissée dans le traquenard des armées tchadiennes. Les rebelles ne s'en étaient pas remis. Cette manœuvre réussie l'avait largement payé de sa patience. « Ici 4741, je suis à la gare », murmura l'oreillette. Hans se palpa précautionneusement pour atteindre son transmetteur. « Ici 4743, prêt, en attente », répondit-il sous sa toile. « Restez en alerte ». La traversée s'était bien passée. Ils étaient au ponton. Pour le moment, tout allait bien. Hans était présent à l'appel, indétectable, disponible pour toute opération de diversion ou de sauvetage. Dès qu'ils étaient partis, Lix et Gunther avaient enfilé combinaisons, recycleurs, masques, palmes et avaient pris leur barda. La maison avait été judicieusement choisie par Agnès. Ne disposant que de photos et de plans, elle avait fait du bon travail. Isolé et entouré d'arbres, ce cottage de briques rouges, agrémenté d'un grand balcon terrasse en façade, était à 20 mètres du bord du lac, plein nord par rapport à Stud Farm. Avant de partir, Gunther régla avec précision sur son ordinateur de plongée l'azimut qu'ils devaient suivre pour atteindre sans encombre leur cible. La nuit sombre leur permit de se déplacer furtivement jusqu'à la berge et de s'y allonger sans bruit. Côte à côte, presque collés pour ne pas se perdre, ils s'enfoncèrent dans l'eau glauque, respirant et palmant régulièrement comme à l'entraînement. Pendant ces 48 heures à Calvi, Lix pouvait dire qu'il avait tout vu de ce type de situation, y compris des attaques surprises par des gaillards bien mieux entraînés que lui. Une fois, il avait même été jusqu'à lui sectionner son embout par 20 mètres de fond pour voir comment il réagirait. Après 2 secondes de panique, il s'était calmement rapproché de Gunther pour emprunter de son air. Ils avaient continué l'entraînement, respirant en duo sur le même embout sans l'inonder, ce qui n'était pas une sinécure, jusqu'à ce que le monsieur décide de remonter. Lix avait peine à croire que des alligators puissent se balader en liberté dans ces eaux. Il n'avait pas eu le temps d'étudier en détail leur comportement habituel, ne croyant pas beaucoup aux films de Tarzan. Il avait pourtant bien lu que cette région en comptait et s'était persuadé que le produit repoussant était efficace. En y repensant,
Il s'enfonça un peu plus profondément dans les eaux, comme l'avait conseillé Gunther. Ce dernier devait avancer au radar, car il semblait sûr de lui. Il avait enfilé une sorte d'écouteur branché sur l'espèce de grosse montre qui était son guide de plongée. Le rythme des bips qu'il entendait, pensait Lix, devait le renseigner sur l'exactitude de la direction qu'il empruntait. La température était raisonnable, et tout en palmant sans relâche, il prit le parti de se concentrer sur ce qu'il y avait à faire à l'arrivée. S'il n'y avait personne au bord de l'eau, tout irait vite et bien. Si quelqu'un surveillait, il n'aurait plus qu'à attendre. Lix avait cependant acquis la certitude que cette propriété était contrôlée par caméra vidéo et système de détection d'ouverture périphérique. Après tout, en l'absence de réunion importante, il ne devait pas s'y passer grand-chose. C'était seulement le bureau de Fitzpatrick, le chef de cabinet de Macpherson. Au cours de leur traversée, ils rencontrèrent quelques objets entre deux eaux que Lix ne chercha pas à identifier. Gunther les repoussa vivement comme il put, étant du côté du courant. Nulle raison d'approfondir la question. La traversée se passait bien. Aucune créature ennemie en vue. Lorsqu'ils recommencèrent à avoir pied, leur attention redoubla. Arrivé à l'abri de la jetée, Gunther fit signe d'arrêter et extirpa sa lunette de vision nocturne du sac étanche qui battait sur son ventre. Il se livra à une inspection minutieuse des environs pendant 5 minutes. Les portes, les fenêtres, la plage, la pelouse. Rien, ni homme, ni chien. Il fit signe à Lix que tout était en ordre. Celui-ci entreprit aussitôt d'enlever et de lier soigneusement à la pile du ponton son équipement de plongée, imité par son homme. Ils firent en apnée les derniers mètres qui les séparaient de l'abri à bateau et y pénétrèrent sous l'eau. Laissant progressivement leur tête puis leurs yeux dépasser de la surface de l'eau, ils purent constater qu'en dehors d'un hors-bord de taille raisonnable, il n'y avait rien dans cet appentis. Ils s'ébrouèrent, installèrent leurs oreillettes et Lix contacta Hans pour l'informer de leur arrivée à bon port à mots codés. Tout allant bien de son côté, ils décidèrent de poursuivre sans plus attendre. La porte de communication avec la maison était protégée, comme Lix s'en était douté. Détecteur d'ouverture, simple à chanter. Lix s'occupa de l'électronique, tandis que Gunther bidouillait la serrure avec son matériel de précision. Le tout ne prit pas plus de 5 minutes. La porte s'ouvrit sans bruit sur l'extrémité d'un couloir uniquement éclairé par les minuscules ampoules de sécurité. Lix vérifia qu'aucun radar volumétrique n'existait et se dirigea de mémoire vers le salon de réception. Ils avaient enfilé des chaussettes sèches sur leur caoutchouc pour éviter de laisser des traces. La grande pièce était bien, comme ils l'avaient imaginé, la salle de réunion, avec sa table typique tout installée pour la réception, entourée de fauteuils et un écran géant sur le mur du fond. Une veine pour Lix, le thermostat de la climatisation et divers interrupteurs étaient posés juste en dessous sur cette même paroi. L'emplacement idéal pour qu'ils puissent réussir une belle photo de famille. À un moment ou à un autre, ils se tourneraient tous vers l'écran géant. Gunther s'installa près de la porte d'entrée du salon pour prévenir toute intrusion intempestive. Lix se mit sans plus tarder à démonter la commande de l'air conditionné. À l'aide d'un petit instrument électrique, il perça le trou nécessaire à l'objectif de la caméra miniaturisée que lui avait fournie Jackie et relia celle-ci le plus simplement du monde au fil standard qui descendait jusqu'au tableau de commande du climatiseur. Il referma le boîtier et donna un rapide coup de lampe. Le trou supplémentaire ressemblait à l'emplacement d'une petite diode. Il s'assura que tout était bien propre au sol et remballa ses outils. L'écran géant était géré par un ordinateur situé près de la sortie de la salle de réunion. En passant devant, Lix l'alluma, puis y glissa un CD-ROM. En quelques minutes, le programme prévu par Agnès se chargea, parfaitement toléré par la machine. Il ne s'agissait aucunement d'un bug, mais d'un software de maintenance à distance souvent utilisé par les sociétés ne disposant pas d'experts sur place. Une petite modification intégrée dans le système d'exploitation permettait de contrôler totalement l'ordinateur à distance, à condition de connaître le code qu'Agnès avait choisi elle-même. À peine l'installation terminée, il retira le CD-ROM, éteignit l'ordinateur et revint vers l'ancien légionnaire qui prenait très au sérieux sa faction près de l'accès. Celui-ci ne pouvait cacher sa surprise de voir la rapidité du déroulement de leur intervention. Phase 2, il fallait trouver la porte du sous-sol et reconfigurer le système de communication du climatiseur. Grenouille, ici Souris, un contrôleur vient vers vous. Bien reçu, Souris. Merde, un vigile faisait sa tournée. Par la fenêtre du salon, ils virent un halo de lumière se déplacer lentement en direction de leur position. L'homme utilisait une lampe dans la nuit. Ils n'auraient rien eu à craindre de lui s'ils avaient été dehors. Ils avaient l'avantage. Par contre, s'il entrait dans la maison, il ferait moins les fiers. Tapis derrière la porte, ils attendirent, priant pour le crâne du pauvre vigile. S'il venait jusqu'à eux, ils seraient obligés de l'assommer. Mais la mission serait irrémédiablement compromise. L'homme arriva à la porte principale, la secoua pour vérifier qu'elle était bien verrouillée et poursuivit sa patrouille. La tension redescendit d'un cran. « La porte arrière !» murmura-t-il. Il fila aussi vite que la lumière parcimonieuse des éclairages de secours le lui permit
l'X sur les talons. Il n'avait pas refermé en entrant pour permettre un départ hâtif en cas de besoin. S'il testait la porte, le garde allait s'en apercevoir. L'outil de Gunther était heureusement resté réglé. Il profita des 20 secondes d'avance qu'il avait pour donner le tour de clé nécessaire. Puis il s'éloigna vivement de la porte, car certaines personnes étaient capables, comme les chiens, de sentir une présence proche. Sur le qui-vive, les deux hommes se hâtèrent vers le sous-sol. Pour le moment, la surveillance de la propriété était assurée par le personnel de Saint-Thibault, disposant de peu d'effectifs. La vraie surveillance commencerait dans quelques heures. François Bonneau l'avait dit, le contrat de son ami Ted ne commençait que le 18 à 6 heures du matin, avec une visite complète des lieux, passée au peigne fin. L'X avait en mémoire le schéma type de ce genre d'installation et savait comment repérer les fils dont il avait besoin. Encore fallait-il que le plan spécifique à cette maison apparaisse quelque part. Il ouvrit le tableau de contrôle et eut quelque peine à repérer le câble téléphonique. Après quelques minutes d'inspection, il trouva également l'arrivée des fils des thermostats. Un minuscule instrument de mesure lui permit de trouver celui qui transmettait le signal de la caméra. Le reste était un jeu d'enfant surdoué. Plaçant ses filtres, ses mémoires tampons et ses télécommandes sur la ligne, il connecta la caméra miniature grand angle avec le réseau téléphonique. Dès lors, l'installation était sous le contrôle expert d'Agnès. Il camoufla du mieux qu'il put les rajouts de matériel électronique dans le tableau de commande. Le dernier point, qui n'était pas le moins important, consistait à régler la climatisation de manière à ce que personne n'ait à se plaindre d'une température erratique. Révisant mentalement tout le processus, l'X fut convaincu que le montage était parfait. Restait le plus dur, obtenir confirmation de la part d'Agnès. La position était très inconfortable pour lancer un appel international, mais il n'avait pas le choix. S'éloignant le plus possible des machines pour éviter les interférences, il plaça son appel. « C'est moi, vérifie », dit l'X laconique. « 4 minutes, répondit Agnès, qui devait être prête depuis 1 heure. Je reste en ligne. » Moins de 2 minutes plus tard, l'X sursauta. Un buzzer d'intensité moyenne s'était déclenché quelque part près du tableau électrique. À la deuxième sonnerie, il repéra l'endroit exact, comprenant tout de suite que ce devait être l'appel d'Agnès qui avait provoqué ce problème. La sonnerie s'arrêta avant le 3e coup, et Agnès revint à lui presque aussitôt. « C'est bon, go !» Brave fille. Elle savait qu'il devait avoir la plus grande hâte de quitter Stud Farm. Elle a fait fi ça, se dit-il en réalisant qu'il parlait comme un légionnaire. L'X raccrocha avant de se rapprocher de la position du buzzer. Il le repéra et en coupa discrètement l'alimentation. Aussitôt, il fit signe à Gunther que c'était fini et qu'il fallait faire mouvement. La porte de communication du hangar à bateau fut rouverte et soigneusement refermée par la main experte de Gunther, tandis que l'X débarrassait le système d'alarme de ses petits bouts de fil supplémentaires. Pas une trace, pas une empreinte. Le tout avait pris moins de 30 minutes. « Souris, ici Grenouille. Nous quittons la gare. À vous. Est-ce que je vous ramène en voiture ? À vous. Non merci, rangez et rentrez à la maison. Terminé. » Ils enlevèrent leurs chaussettes et remirent soigneusement le matériel dans les sacs étanches. Gunther pénétra en silence dans l'eau près du hors-bord, suivi de près par Francis. Ils partirent en apnée jusqu'au bout de la jetée et réapparurent précautionneusement à la surface entre les 2 piles du ponton. Le ressac faisait un chuintement qui masquait le léger bruit d'eau provoqué par leur déplacement. Lorsqu'ils sortirent la tête, un autre bruissement, bien distinct entre les va-et-vient de vagues, comme un liquide s'écoulant dans l'eau, les prit par surprise. Ils eurent vite fait de constater qu'ils avaient commis une grosse erreur. Ils étaient sortis de l'appentis au bateau en nageant sous l'eau, sans vérifier auparavant que les environs étaient libres. Ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient couler du haut du ponton, était à n'en pas douter l'urine d'un gardien occupé à faire des ronds dans l'eau. S'ils n'avaient pas été emmitouflés dans leur cagoule, leurs cheveux se seraient dressés sur la tête. Ce type devait être là depuis tout à l'heure. Ils avaient opéré avec un vigile à moins de 20 mètres d'eux. Ils en étaient à moins de 2 mètres maintenant, n'osant plus faire le moindre mouvement. Heureusement pour eux, comme ils l'avaient remarqué plus tôt, l'homme se déplaçait habituellement avec une lampe électrique, ce qui signifiait que lampe éteinte, il ne verrait rien dans le noir pendant plusieurs minutes. Et pour pisser, il lui avait bien fallu mettre sa lampe dans sa poche. S'il la rallumait pour marcher, il la dirigerait sur le ponton et ne verrait pas en dessous. La première frayeur passée, ils prirent leur mal en patience, attendant que le vigile parte pour sa prochaine étape. Le bon côté de la chose, c'était qu'au moins il savait où il était. Il passa encore 5 minutes à rêvasser, puis reprit sa marche précautionneuse sur le ponton. À son passage au-dessus de leur tête, ils s'enfoncèrent sans bruit sous l'eau, ne voulant pas prendre le risque qu'une partie de leur corps humide ne brille dans le faisceau de sa lampe. Ils le suivirent du regard jusqu'à ce qu'il soit suffisamment loin. Gunther, ne voulant pas faire la même erreur 2 fois, utilisa sa lunette de vue nocturne pour inspecter à fond les environs avant qu'ils ne rechargent sur leurs épaules l'attirail de plongée sous-marine. C'est à ce moment que l'X se souvint qu'ils étaient censés se dépêcher d'aller en eau plus profonde pour éviter les alligators. Décidément, ce devait être une légende, ou alors le produit repoussant fonctionnait vraiment. Il valait mieux.
Harnachés, ils purent enfin entamer leur plongée de retour. Lix prit plusieurs profondes inspirations pour regagner la sérénité que nécessitait la traversée dans ces eaux inconnues par cette nuit noire. La tension de l'heure écoulée se faisait sentir, et il avait du mal à respirer calmement. Il se rapprocha de Gunther qui paraissait transcendé par l'action, palpant régulièrement et repoussant les trucs bizarres qu'il rencontrait, flottant entre deux eaux. D'ici qu'il se trouve nez à nez avec un cadavre en décomposition, il n'y avait pas loin. Petit à petit, l'activité physique le détendit et il décida de conditionner son esprit comme s'il était cosmonaute en plein voyage intergalactique. Cela donnait plus de hauteur à l'épreuve et l'éloignait de la sordide crainte de l'alligator venu venger tous ses frères sac à main. Une chose était sûre, il ne regrettait rien. Les 2 jours et 2 nuits d'entraînement lui avaient ouvert un univers différent, une atmosphère qu'il n'avait pu connaître en tant qu'officier sorti de Polytechnique. Au camp des légionnaires, il s'était retrouvé leur égal, leur camarade. Il avait subi la même dure loi de l'apprentissage aux techniques de combat. Il s'était blindé pour supporter sans stress excessif cette mission un peu éloignée de ses passe-temps favoris. Sans stress, du moins jusqu'à ce que le garde lui fasse la frayeur de sa vie en leur pissant dessus sans préavis. Il respirait maintenant plus parcimonieusement, pour ne pas risquer d'être à court après ce qu'il avait pompé au début de la course. Nageant régulièrement au contact de son équipier, il n'osa pas spéculer sur les images qu'ils arriveraient à tirer de leur branchement électronique. Quand le fond ne se trouva plus qu'à 1,50 m, Gunther s'arrêta près d'un piquet surmonté d'un cylindre. Il se plia de nouveau à la routine de l'inspection des alentours avant de se glisser hors de l'eau en ayant soin d'ôter leurs palmes pour ne pas laisser de traces de monstres marins au bord de ce lac. Ce ne fut qu'une fois rentrés dans leur foyer très temporaire qu'ils purent se décharger de leur lourd attirail avec un soupir d'aise. Hans les attendait dans la pénombre, visiblement soulagé de leur retour. Tout son matériel était déjà sous une bâche dans la voiture. Il prit les recycleurs et le reste pour les y loger. Pendant que M. Lix et Gunther se douchaient et se rhabillaient dans leurs vêtements de touristes, il remit de l'ordre dans la maison, effaçant toutes les traces de leur passage. Agnès leur avait expliqué où cacher la clé, avec l'adresse de l'agence à qui la rendre en fin de séjour. Comme elle l'avait louée pour 15 jours, elle avait trouvé un couple travaillant à New York, dans la société où François Bonneau avait ses entrées, pour occuper réellement la résidence pendant leurs propres vacances. De cette façon, le passage du commando serait vite oublié. Tout était propre et balayé. Ils avaient repris une allure civilisée, sauf le fond de leurs yeux qui brillaient encore de l'action vécue. « Grimpez dans le Cherokee et partons vers de nouvelles aventures », leur dit Lix sur un ton tout à fait série B. Ils rirent tous de bon cœur néanmoins, car ils étaient bon public et avaient besoin de lâcher la vapeur. « Pas de problème de ton côté, Hans ?»« Non, mon commandant. Un couple Teschen tire un coup dans la voiture, mais Hans le Vichy l'a dit circuler, stationnement interdit. Aussi le chien est passé, mais il a préféré chienne en chaleur que Hans le tigre, répondit le jardinier factotum commando qui avait totalement intégré Lix dans son rôle made in Calvi. La clôture, facile à passer? Une demi-heure travail, mais pour aller de clôture à maison, pas possible. 2 caméras dans cette direction, 350 mètres terrain découvert. Pour tailler la route, ça va, mais pour arriver discret, pas possible. Et vous, ça allait? Impeccable. Nous avons branché une caméra vidéo. Agnès est très contente. Très facile, mais le vigile nous a pissé dessus au retour, commenta Lix. Webcam live en direct sur Internet avec Macpherson et ses associés. Ils vont fusiller lui, ha ha ha. C'est presque ça. Le lac sous l'eau, c'est bien? Demanda Hans, l'air de regretter de n'avoir pas été de la balade. Bien. Noir, mais bien. Avec l'entraînement Légion et le sergent-chef Gunther Müller, c'était parfait. Mes amis, à la prochaine guerre, je pars avec vous, ajouta Lix euphorique. Quant aux alligators, ce devait être une légende. Il n'y en a eu aucun. Seulement quelques arbres flottants sous l'eau ou des cadavres. Qu'est-ce que c'était, Gunther, ces objets que tu poussais dans le courant? Oh, ça, zénérien. Alligator, je pique le ventre, ils partent. Ils n'aiment pas mordre mauvaise odeur. Quoi? Alors on en a rencontré au moins 5? Et tu ne m'as rien dit? Pas besoin, sinon vous respirez trop vite et consommez toute la bouteille 2 fois moins de temps. Sous l'eau, il ne faut pas inquiéter. Mais sur la berge, il n'y en avait pas? Non, il y a distributeur produits répellants sous le ponton, là où nous savons accrocher les bouteilles. Tout cela paraissait si facile avec eux que pour un peu il aurait entonné le boudin, hymne mythique de la Légion. Il leur restait à restituer le matériel à Jackie avec lequel ils avaient pris rendez-vous pour 9 heures. Ensuite, n'ayant aucune envie de se faire repérer dans ce pays qui pouvait devenir inhospitalier pour eux si Macpherson y mettait le prix, il téléphona au commandant de bord de leur jet privé pour organiser leur départ au plus tôt. Au programme du retour, déjeuner à bord et sieste prolongée bien méritée.